Le voici, il s'appelle Brice Oligui Nguema, c'est le chef de la garde républicaine au Gabon, autrement dit le chef des hommes qui assuraient la sécurité en personne du président Ali Bongo ainsi que de sa famille. C'est un militaire de carrière qui assurait déjà la sécurité d'Omar Bongo, l'ancien président, jusqu'en 2009, mais il a retourné sa veste. Il n'apparaissait pas dans les vidéos des putschistes jusqu'à maintenant. Mais depuis ce matin, plusieurs images le montrent porté en triomphe par ses collègues de la garde républicaine dans les rues de la capitale. Son nom est scandé par les habitants. Contacté par le journal Le Monde ce soir, il confirme qu'il est à l'origine du coup d'État. Hier, mercredi 30 août 2023, on assistait à un autre coup d'État dans un autre pays d'Afrique francophone. Le 5e pays dans lequel il y a un coup d'État en seulement 3 ans en Afrique francophone. Cette fois, c'est en Afrique centrale que le coup d'État s'effectue. On parle du Gabon. Ce coup d'État vient mettre fin à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo au Gabon. On parle bien de 56 ans de règne pour être plus précis. Sans doute la longévité de la dynastie Bongo au Gabon. Elle commence il y a plus d'un demi-siècle, il y a 55 ans, en 1964, au lendemain de l'indépendance. Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, est vice-président, mais dirige de fait le pays après la maladie du président Léon Mbemba. 3 ans plus tard, en 1967, il est élu président et dirige d'une main de fer le pays. Il devient surtout un pilier de la France-Afrique. À l'annonce de ce coup d'État, plusieurs personnes sont sorties dans les rues pour exalter de joie, pour montrer leur joie, leur reconnaissance envers la nouvelle force au pouvoir actuellement au Gabon. Et plusieurs espèrent de nouvelles perspectives pour les Gabonais, pour le Gabon et surtout beaucoup de lueurs d'espoir. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de coup d'État dans le cas du Gabon? Est-ce que les choses vont vraiment changer pour les Gabonais? Est-ce que les personnes qui sont au pouvoir désormais vont permettre aux Gabonais d'améliorer leurs conditions de vie et permettre au Gabon de rayonner différemment? Les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Parce que je ne suis pas sûr que le coup d'État qui est arrivé au Gabon vienne pour totalement se séparer de ce qui s'est passé avant. C'est peut-être une continuité avec de nouvelles personnes au pouvoir. Je vous invite à regarder attentivement cette vidéo. On rentrera dans les détails. J'ai des informations secrètes qui ne sont pas partagées sur Internet que je partagerai avec vous pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe exactement et que se passera-t-il pour le Gabon dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Restez scotchés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue sur la page des investisseurs africains. Ici, on parle de comment réussir tous les investissements en Afrique. Si cela vous intéresse, 2 choses à faire. Abonnez-vous et ensuite partagez cette vidéo afin d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes. On parle du Gabon. On a tous assisté à ce coup d'État qui a permis à plusieurs personnes de sortir dans la rue et pour manifester leur joie. Et il y a plusieurs questions quand même qui ressortent. Et moi, je me pose plusieurs questions. Je parle du Gabon pourquoi? Parce que déjà, c'est un pays de cœur. Moi, quand j'ai commencé vraiment à investir en Afrique en 2012, j'ai commencé en 2010, mais en 2012, j'ai fait mon plus grand investissement en Afrique. Ça a été au Gabon, où je me suis lancé dans le business de VTC. J'ai investi 35 à 40 000 euros à l'époque, en 2012, pendant que je vivais en France. Eh bien, ça a été un fiasco, mais j'avais décidé d'investir au Gabon parce que c'était un pays qui me plaisait et parce que j'avais des connexions dans le pays. Quand je parle de connexions, des amis et tout. Et récemment, j'ai décidé de repartir au Gabon pour aller réinvestir. Je compte construire un parc aquatique au Gabon avec mon club d'investissement, mon club business. Eh bien, forcément, quand on va investir dans un nouveau pays, il faut savoir c'est quoi la politique de ce pays. C'est pour ça que je me suis intéressé vraiment à la politique du Gabon ces derniers mois. Et pas mal d'informations me sont venues avec la nouvelle du coup d'État. Donc, il y a beaucoup d'informations secrètes qui ne sont pas forcément sur Internet. Il y a même des informations qui viennent du palais et que vous n'avez pas forcément accès sur Internet qu'on va voir dans cette vidéo. Forcément, c'est difficile de donner des sources, mais je vous partagerai tout pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il faut tout de suite exulter de joie. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses afin de savoir à quoi s'en tenir. Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, nous allons nous poser plusieurs questions. La première, comment on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui on parle de coup d'État au Gabon? La deuxième chose, comment les choses se sont passées concrètement? Parce que vous ne connaissez pas le concret. Il y a des choses qui s'étaient passées, qui étaient censées se passer et finalement qui ont tourné à ce qu'on a vu là. Et surtout, la plus grande question, mais c'est qui le nouveau patron au Gabon? Celui qui a pris le pouvoir. Qui est-il et que va-t-il faire? Et ensuite, la dernière question, mais c'est que va-t-il se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années? À quoi allons-nous assister?
Parlons de tout ça. Bon, la première question, comment en sommes-nous arrivés là? C'est simple, il faut comprendre que nous sommes dans un pays très riche, le Gabon. Le Gabon est le quatrième producteur africain de pétrole. Il est un très grand producteur de manganèse, aussi un grand producteur de bois et plein d'autres richesses, de ressources premières. Mais d'abord, comment en sommes-nous arrivés là? Commençons par le début. Comment en sommes-nous arrivés là? Bon, c'est simple. Aujourd'hui, nous parlons du Gabon, un pays très riche qui a été dirigé pendant longtemps par une seule famille, par une poignée de personnes. Le Gabon est le quatrième producteur africain de pétrole. C'est également un grand producteur de manganèse et de bois. Et il a plusieurs ressources minières en son sein. Et le Gabon est un pays très riche, avec une population très petite. On parle de 2,3 millions d'habitants à peu près pour toute cette richesse-là. Malheureusement, cette richesse ne profite pas à tout le monde. Cette richesse ne profite pas à tous les Gabonais. Moi, je suis parti à Libreville 3 fois et on sent clairement qu'il y a une partie de la population qui profite de l'argent et une autre qui n'en profite pas. Donc, avec cet État, les Gabonais en avaient marre. Ils en avaient marre de voir les mêmes personnes au pouvoir, la même famille au pouvoir pendant tant d'années, les Bongo, et ne pas avoir de changement dans leurs conditions de vie. Et à travers le monde entier, les Gabonais voulaient juste un changement. Ils voulaient un renouveau. Ils voulaient quelqu'un qui allait venir et qui allait changer les choses finalement, parce que de toutes les façons, ils ont vu ce que la famille Bongo pouvait offrir. Et donc, les Gabonais étaient dans une certaine idée que toute personne qui viendrait, même si la personne n'est pas forcément compétente, mais dès qu'elle vient, pour que ce ne soit pas les Bongo qui soient au pouvoir, ça allait passer. Et donc, cette population attendait vraiment beaucoup des élections qui se sont passées récemment. Donc, elle voulait voir finalement une nouvelle personne venir au pouvoir. Et donc, c'est pour ça, quand les élections se sont passées, on disait, et bon, je pense que ça doit être vrai, que c'était le candidat de l'opposition, le candidat Albert Ndohossa, qui a gagné vraiment les élections, et pas le candidat Omar Bongo. Donc il y a eu les élections, je crois le 20 juillet, et on attendait les résultats. Et pendant l'attente des résultats, le jour même des élections, et quelques jours après, Internet a été coupé par Ali Bongo. Et ensuite, les gens n'ont pas Internet, on attend les résultats. Dehors, dans les centres de vote, on dit que c'est Ndohossa qui a gagné les élections. Et dans d'autres voix, on dit que c'est Ali Bongo. Donc, normalement, tout ça devrait se solder par la victoire d'Ndohossa. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Mais avant, je vais partager rapidement quelques vidéos avec vous des populations qui sont descendues dans les rues. Franchement, ces vidéos donnent la chair de poule. On voit bien que le peuple est derrière la nouvelle force au pouvoir. Et vous allez voir, on regarde ensemble. Ça, c'est à Paris, je pense. Des Gabonais sont descendus dans la rue. Et des vidéos comme ça, il y en a en réalité plusieurs où les Gabonais montrent leur joie de cette nouvelle annonce, de cette nouvelle transition. Bon, maintenant, je dirais, ne crions pas victoire très vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 août 2023? Bon, Ali Bongo, il a fait un AVC en 2018. Donc, en réalité, ce n'est pas vraiment lui qui gère le pays depuis cet AVC. Aujourd'hui, on a deux clans dans le parti au pouvoir qui se battent finalement. Et je ne parlerai donc pas de coup d'État, mais je parlerai plutôt de guerre de clans. Vous comprenez? Donc on a d'un côté le clan de l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, et son fils finalement Nourdine, qui forment un clan, et d'autres personnes comme le Premier ministre et tous ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui bouffent un peu. De l'autre côté, on a le groupe des hauts dignitaires du Haut-Togo, et le Haut-Togo, c'est la région de laquelle vient le président Ali Bongo et toute la famille Bongo. Donc ces hauts dignitaires voient un peu dans le parti que Sylvia Bongo essaie d'imposer son fils et essaie de le faire monter en puissance. Je ne peux pas tout vous dire, mais il y a des députés qui en ont payé les frais parce qu'on voulait forcément pousser
Nourdine Bongo vers finalement la machine du pouvoir. Donc, ces hauts dignitaires voient ça et ils commencent à se méfier un peu parce qu'ils ne veulent pas laisser tout le pouvoir dans les mains de Sylvia Bongo. Donc, forcément, il y a des frictions déjà entre ces deux partis-là, dans la famille présidentielle elle-même et dans le PDG ensuite, dans le groupe. Il y a d'autres scissions, d'autres frictions et tout. Donc, c'est comme ça depuis 2018 que le Gabon essaie de fonctionner. Okay? Et donc, quand les élections arrivent, ce qui se passe, c'est qu'il paraît qu'il y aurait des accords que Ali Bongo aurait signés avec Ondo Ossa et la France. Donc ces accords disaient quoi? Que Ali Bongo devrait partir du pays avant l'annonce des résultats pour pouvoir avoir l'immunité parce qu'il a plusieurs chefs de poursuite contre lui. Eh bien tout ça allait être annulé, il allait avoir l'immunité. Et comme c'est Ondo Ossa qui a gagné les élections, il devrait prendre le pouvoir normalement. Donc c'était pour permettre une transition simplifiée. Donc Ali Bongo a signé ses accords avec la France et Ondo Ossa. Derrière, Sylvia Bongo, quand elle apprend ça, elle dit « Mais non, Ali Bongo s'est fait avoir, elle ne peut pas laisser le pouvoir. » Et c'est ce qui se dit un peu dans les arcanes, hein, dans les couloirs à Libreville, que Ali Bongo a été dupé et que du coup, il faut rapidement renverser les choses. Donc Sylvia Bongo pensait avoir l'accord de toutes les forces militaires, que ce soit la police, l'armée, la garde républicaine. Donc elle a décidé de renverser la vapeur, de prendre les devants, d'annoncer les résultats avec le CGE, le comité qui s'est occupé des élections, et de dire que c'est finalement Ali Bongo qui a gagné les élections. Vous comprenez? Et que Ondo Ossa a perdu. Donc on donne 64% à Ali Bongo et le reste à Ondo Ossa. Et c'est ainsi que finalement, le CGE annonce les élections à 3 h du matin le mercredi, pour pas qu'il y ait de soulèvement, pour pas qu'il y ait de bain de sang, vous voyez. Et derrière, et c'est là maintenant qu'on découvre tous, 1 h 30 après l'annonce des résultats, on voit qu'il y a un coup d'État. Et donc, l'armée vient et proclame la dissolution des résultats, la dissolution des institutions et plein d'autres choses qui font que le pouvoir est totalement fini. Et donc, du coup, ce que moi je fais, l'analyse que je fais, c'est que finalement, derrière, le nouvel homme fort, Brice Oligui Nguema, a certainement vu avec la France comment reprendre le pouvoir que Sylvia Bongo voulait prendre. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce coup d'État. Mais ce n'est pas vraiment un coup d'État, parce que comme je le disais, c'est une guerre de clans. Et donc c'est celui qui a eu le plus de force qui s'est finalement imposé. Qui est ce nouvel homme fort du Gabon? Eh bien, sachez que le gars, c'est le chef de la garde républicaine. La garde républicaine, c'est la garde qui est chargée de la protection du président. Il était l'un des hommes forts du pouvoir, parce que c'est lui qui s'occupait de la protection de Ali Bongo. Et Ali Bongo a mis plusieurs choses entre ses mains. Il a acheté des chars, il a acheté des équipements militaires. Et c'est lui qui s'en occupait parce qu'il est le chef de la garde républicaine. Vous comprenez? Et derrière ça, Brice, il avait montré qu'il était vraiment très proche d'Ali Bongo, jusqu'à aller changer même un chant de la garde républicaine, en fait la forme de d'hymne de la garde républicaine pour dire qu'il allait être loyal tout le temps au président de la République, même pas à l'État, au pays. Donc il avait dit ça. Du coup, Ali Bongo avait une confiance en lui. Il comptait énormément sur lui. Vous comprenez? Donc il ne s'attendait certainement pas à ça. Mais bon, je pense que Nguema, voyant que c'est Mme Sylvia Bongo qui voulait prendre le pouvoir, a décidé de court-circuiter et de ne pas se laisser faire. Et forcément, il a été poussé par d'autres dignitaires du parti, du PDG, du Parti démocratique gabonais. C'est ainsi qu'on assiste à ce coup d'État. La grande question, c'est que va-t-il se passer?